Micro, voilà. Bonjour et bienvenue à tous pour cette nouvelle édition de l'émission La Magie. Évidemment, vous avez vu, tout a été retapé. On a même des transitions animées pour lesquelles j'étais hyper stressé parce qu'en fait, c'est tout un délire qu'il faut mettre en place. Je vous explique pas ça parce qu'il y a des tutos OBS qui le font mieux que moi et puis on n'est pas là pour ça. Donc du coup, on se retrouve aujourd'hui avec Elisa Elisheva, que vous connaissez déjà, et une nouvelle qui s'appelle Margot, qui nous présentera aujourd'hui sa nouvelle chronique qui s'appelle Météo Astro. Je voulais pas écorcher le nom parce que c'était un très bon nom, simple, efficace. Et du coup, chaque mois, vous aurez la météo astrologique grâce à Margot, donc vous pouvez la remercier très chaleureusement. Alors Ou déjà, pas. comment allez-vous tous? Enfin toutes, puisque je suis le seul homme ici. Mais bah ça va, fin de week-end, mais ça va. Eh Ça va ouais. aussi. Beaucoup de semaines chargées, mais ça va. En plus, je pense qu'il fait chaud chez tout le monde actuellement. Chez moi, il fait 31. Non, ça va, en Alsace, il fait frais. Bah, Ici, il fait excusez-nous. chaud. Ouais, je suis à Ouais, ici aussi, Marseille. il fait chaud. Ouais, voilà. On a tous chaud en France, à part les Alsaciens, visiblement. Exactement. Donc, les Alsaciens, on vous aime beaucoup, mais actuellement, on vous aime pas trop. Et c'est vrai que moi, j'ai ma famille dans les Vosges. À chaque fois qu'ils m'appellent, ils me disent: Oh, bah, tu sais, chez nous, il fait bon. Je dis: Oui, c'est bien, mamie. Merci, mamie. Allez. Donc aujourd'hui, le thème c'est la musique parce qu'à la base nous devions faire du coup notre émission la semaine dernière, sauf qu'il y a eu plusieurs désistements parce qu'évidemment chroniqueur ce n'est pas notre métier, donc nous avons tous nos aléas de la vie évidemment et nous ne pouvons pas maintenir le stream tout le temps les premiers dimanches du mois parce que les aléas de la vie, comme le mois prochain l'émission ne sera pas la première semaine mais la deuxième semaine, parce que je suis dans les montagnes et que dans les montagnes, il y a très peu de Wi-Fi, de 4G et de fibre. Et c'est très difficile de streamer actuellement sans fibre, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en charge et beaucoup de bandes passantes aussi de disponibles à avoir. Du coup, thème de la musique, parce que c'était la fête de la musique. Normalement, elle était plus proche de l'émission de base, mais du coup on fait quand même avec. Faisons comme si nous étions encore à la fête de la musique et inspirons-nous de ce thème. Donc première chronique, nous allons commencer avec notre météo astro qui elle ne sera pas du coup reliée aux thématiques de chaque émission parce que son but c'est de vous donner les actualités de l'astrologie. Donc du coup Margot, je vais te laisser hop la parole, je fais le switch et c'est à toi. Ok. Alors, salut à tous. Du coup, je suis Margot, la nouvelle chroniqueuse et astrologue en herbe. Donc, le but de cette chronique, c'est vraiment de vous présenter en fait les différentes périodes du mois qui pourraient vous aider soit à mieux vous comprendre ou soit à vous lancer dans des nouvelles activités. Donc, chaque mois, on jettera un petit coup d'œil du côté du ciel et des planètes pour avoir des informations sur l'atmosphère du mois en cours. Donc, sans plus attendre, on va commencer par le mois de l'été, du soleil, de la détente. Au programme, famille, mise au point, instruction, relation aux autres, évolution personnelle. Ça sonne un peu moins vacances, là, tout à coup. On n'est plus dans le même mood. Donc, je vais faire un premier point rapidement sur la première lune, la nouvelle lune en cancer, qui a eu lieu le mois dernier. C'est assez important pour moi de faire vraiment une chronologie afin que tout le monde puisse bien comprendre. Donc, première nouvelle lune depuis le solstice d'été en cancer le 29 juin. Donc, elle nous a invités à l'introspection, à la remise en question, avant tout passage à l'action. C'était une atmosphère assez lunaire. Euh, L'inconscient, le conscient, tout était un peu mélangé. Il y a pas mal de désirs personnels aussi qui remontaient à la surface, peut-être des choses qui avaient été enfuies ou un petit peu mises de côté. Donc la nouvelle lune, ça rimait avec changement, nouveau départ, dans sa personnalité, puisque ça se passait dans la maison 1, la maison de la personnalité, en fonction de ses besoins, de ses souffrances, de ses manques, de sa féminité et de ses blessures. Oui, parce qu'on avait une nouvelle lune qui était conjointe à Lilith
surprise. Donc, il poussait un petit peu à toute cette remise en question et à l'émergence de souffrances. Donc, pour pas mal de signes, notamment les béliers, coucou Elisa, les cancers, les capricornes et les balances. Donc, c'était assez mouvementé. Maintenant, si on fait un petit point sur les transits en cours et à venir, donc la semaine passée, Mercure a ouvert le bal avec son transit lui aussi en cancer. Donc Mercure, planète de la communication, de l'intellect, de la sociabilité, de l'anxiété aussi. Elle gouverne le chakra de la gorge. Et donc, elle a glissé gentiment dans le signe d'eau. C'est pas une position dans laquelle elle est inconfortable, mais c'est pas non plus sa position préférée. Donc, la communication, elle pourra être plus émotionnelle, plus douce, assez lunaire aussi quand même, affectueuse, dramatique. Attention à ne pas trop en faire, les petits cancers. Et voilà, il y aura possibilité aussi au niveau des émotions de jouer un peu sur la corde sensible, mais pas tout dévoiler au premier venu non plus. Vous pourriez être amené aussi à plus écouter votre intuition. Il sera plus facile aussi de mêler intellect et sentiment, anxiété et besoin. Donc ça pourra un petit peu challenger, être un peu nostalgique, avoir tendance à se replier sur soi aussi. Donc, les natifs avec des placements de Mercure en Cancer, en Capricorne, en Bélier ou en Balance pourront être eux aussi un petit peu challengés. Vous inquiétez pas, c'est fini assez rapidement puisque le 19 juillet, Mercure transite en Lion. Mercure, c'est la planète la plus rapide du zodiaque. Donc, si vous avez une petite période de down, il y a moyen de rebondir assez rapidement. Donc, à partir du 19 juillet, communication bien plus solaire, bien plus fougueuse, plus bavarde aussi. Plein de vie, ça redonnera un petit coup de fouet après cette ambiance assez lunaire. Communication chaleureuse. N'hésitez pas à communiquer dans le domaine du travail et de la vie quotidienne, puisque ça pourra être assez porteur. Attention à ne pas être trop entêté non plus. Ensuite, on a le transit de Mars en Taureau. Le début de ce mois, il me semble que c'était fin de semaine dernière. Action, détermination, dans un signe fixe, on y va. C'est le moment pour construire des bases solides, des projets économiques pérennes, pour retravailler un petit peu ses possessions, pour s'interroger sur ses valeurs. C'est vraiment le moment. Ça va créer des bases solides, de la patience, du calme, de l'endurance. Donc c'est un bon moment pour lancer des petits projets. Pour faire des bilans aussi, avantages, inconvénients, laisser tomber certains projets si vous voyez que ça fait pas mal de temps qu'ils n'avancent pas. Il est temps de passer un peu à autre chose. Attention aussi à ne pas tomber dans la paresse. Oh, c'est un peu ça aussi. Donc voilà, faites bien le bilan et si vous voulez monter quelque chose sur le plan financier, c'est le moment. C'est assez propice pour les Mars en signe de terre et d'eau d'ailleurs. Ensuite, c'est là où je voulais vraiment en venir et focaliser le reste de la chronique. C'est sur la super lune qui arrive en Capricorne. Il me semble que c'est dans 3 jours. Donc là, le temps, il est plutôt en demi-teinte. Donc la lune, elle n'est pas particulièrement à son aise dans le signe du Capricorne. Elle est même plutôt en exil. Pas super sympa pour elle. Donc ça peut apporter de la mélancolie, de la solitude, ressentie ou imposée, notamment pour les natifs du 3e décan, donc pareil qu'au départ, Bélier, Cancer, Capricorne et Balance. Opposée au soleil, elle invite à se libérer de ce qu'on ne souhaite plus dans sa personnalité. Et puisque la nouvelle lune était teintée de la conjonction à Lilith, la pleine lune est teintée de la conjonction à Pluton. Donc c'est super. Ça, je pense que je vous dédierai d'ailleurs une petite chronique puisque c'est la conjonction du siècle. Donc ça apporte silence, intériorité, introversion, angoisse, frigidité, isolement et rationalité. Attention à la vie associative et sentimentale aussi. Rassurez-vous, l'éclaircie dans ce ciel gris se trouve dans le signe des Poissons avec Neptune,
qui permet de s'échapper un peu de ce climat très terne, en fait, grâce à la spiritualité, à la musique, à la nature aussi. Petite précision aussi, toutes les planètes lentes, sauf Uranus, rétrograde. J'en parlerai dans la prochaine chronique, puisque le mois d'août sera pas mal tenté par les rétrogrades. Euh, Et pour finir sur une note un petit peu positive, Vénus transitera en Cancer le 18 juillet, soit dans 8 jours. Elle sera en parfaite conjonction avec Lilith le lendemain en début d'après-midi. Donc, Vénus, planète de l'amour, de l'argent. Ça va apporter un petit côté protecteur, peut-être dans les relations amoureuses, assez maternant aussi. Les relations familiales seront importantes, mais ce sera le moment pour les personnes qui souhaitent de travailler un peu leurs blessures émotionnelles. Ça peut faire ressortir aussi une blessure assez profonde, donc ça peut être un petit peu challengeant dans certains cas. Possible travail aussi familial et karmique à effectuer en cette période aux alentours de la pleine lune avec le transit de Vénus. Et le transit du Lion, le soleil en Lion, le 23 juillet 2022, chaleur, charisme, leadership, projet, entrepreneuriat, jeu, créativité, séduction, ça marque un peu plus l'été. Attention aussi, si vous avez un petit peu des problèmes de confiance en vous, c'est le moment de vous rebooster. Et je profite de ce transit pour souhaiter un joyeux anniversaire aux petits lions qui partagent ma vie et leur faire voilà, le gros bisou et leur dire qu'ils sont très chouettes. Surtout, croquez la vie à pleines dents et levez parfois les yeux au ciel. C'est sympathique. C'est tout pour moi. Eh bien, merci. Merci pour cette belle chronique. Qui marque aussi mon premier loupé de transition. Mais ça, c'est pas grave. Parce que vous l'avez vu, nous avons une belle transition animée. Sauf que comme j'ai dit au début, il faut pouvoir la caler sur un certain timing. Et il se peut que je me loupe quelques fois parce que c'est la première fois que je fais ça. Voilà, donc coucou à Arca qui est dans le chat et coucou aussi à Adwin qui dit « Ah, je suis un Capricorne » avec un emoji qui a les yeux écarquillés. Bonne chance à toi. Et Arca qui dit « Et soyez astronogeek ». Je connais pas la ref. J'ai pas toutes les refs. C'est un autre créateur de contenu sur l'astrologie peut-être. Je ne sais pas. Moi non plus, j'ai pas la ref. J'ai pas la ref non plus. Et bah du coup ça va être agité dans notre ciel. Et d'ailleurs ce qui est marrant c'est que t'as dit amusez-vous avec la musique et tout ça. Je me suis dit bah voilà, c'est dans le thème. Finalement on n'a pas besoin de le demander. C'était déjà dedans. Bah merci beaucoup pour cette chronique super complète. Et j'ai bien aimé genre ton ton qui me fait penser un petit peu au ton des présentatrices météo. Ça m'a fait beaucoup rire à certains moments. Ça fait très... Et sur le Périgord, nous aurons des nuages gris. Du coup, c'est du bon ton. Dans une autre vie, tu étais présentatrice météo en 1420, t'inquiète. Devant une toile en cuir tendu, tu sais. On aime beaucoup. Donc du coup, je vous propose de continuer sur notre prochaine chronique qui est la chronique soufflée. Et cette fois, je vous promets, je ne louperai pas ma transition. Hop, tac, tac, tac. Je me concentre très fort. Attention. Et c'est une réussite, mesdames et messieurs. Et c'est à toi, Ellie, nous te laissons le champ libre. Merci. Alors du coup, aujourd'hui, on va parler des bols tibétains. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler et je ne sais pas si vous connaissez, mais la plupart des gens connaissent. Comme vous voyez sur la photo, c'est juste un bol avec un maillet. Et du coup, on tape dessus, ça fait un son qui, la plupart du temps, avec, etc. Mais on va en parler un peu plus dans l'article que je vais vous donner avec des petites feuilles, comme d'habitude. Alors du coup, on va commencer par l'histoire des bols chantants, donc les bols tibétains. Alors, c'est à travers les chamans mongols, s'intéressant alors aux vibrations émises par ces bols utilisés comme percussion lors des rituels, que le pouvoir des sons vibratoires prenne leur source.
Les premiers bols chantants tibétains étaient nés. Petit à petit, les chamans se sont rapprochés des régions de l'Himalaya pour transmettre l'utilisation des bols aux prêtres Bonpo, religion enseignée avant l'apparition du bouddhisme. Puis lorsque le bouddhisme tantrique supplanta la religion bonne, la tradition des bols fut transmise chez les moines bouddhistes tibétains. Les plus grands progrès observés dans les alliages des bols chantants, sont intervenus par la rencontre des forgerons népalais et tibétains. D'un côté, il y avait les mineurs tibétains qui apprivoisaient les différents métaux composant l'alliage subtil et vibratoire, notamment l'or, et de l'autre, les compétences des mateleurs népalais pour façonner les bols. C'est de l'alliance de ces deux forces qu'est né le traditionnel bol tibétain aux 7 métaux. Du coup, quelles sont les utilisations du bol tibétain? Les bols tibétains sont devenus essentiels dans les paysages thérapeutiques mondiaux, surtout comme support de méditation dans la pratique bouddhiste. Ainsi, nous retrouvons l'utilisation des bols tibétains dans les disciplines suivantes: la méditation, la relaxation, les musiques cérémonielles religieuses, les offrandes rituelles traditionnelles, le feng shui pour harmoniser les espaces de vie, comme instrument de musique traditionnel, la sonothérapie pour ses qualités thérapeutiques, en massage et voyage sonore pour harmoniser les chakras et les lieux, en lithothérapie afin de purifier les minéraux, en shiatsu pour l'apaisement après une séance. En outre, l'utilisation de ces bols permet à des millions de personnes sur notre planète, au travers des divers enseignements, bouddhisme, reiki, méditation, yoga, shiatsu, etc., de révéler la connexion à l'être intérieur et d'explorer le voyage des sons guérisseurs que ce fascinant objet nous convient à expérimenter. Vous apprécierez alors les aspects d'équilibre, les maîtrises d'harmonie et de présence, ici et maintenant, se dégageant des ondes vibratoires des bols tibétains. Pardon. D'ailleurs, sachez, je l'ai déjà dit du coup dans le texte, mais sachez que durant certaines séances de Reiki, on utilise les bols tibétains entre chaque utilisation. Je m'exprime. Je ne sais pas si les personnes qui nous entendent ont fait des ateliers Reiki. Moi, personnellement, j'ai fait que le rang 1. Il me semble qu'il y en a 4 avant de le maîtriser totalement. Donc moi, j'ai fait que le 1. Et en fait, en Reiki, on passe du temps sur chaque partie du corps. Par exemple, les pieds, les genoux, le bassin, le ventre, au niveau de la poitrine, la gorge, la bouche, le nez, les yeux, les oreilles, la tête. Enfin, on fait toutes ces parties-là. Et à chaque partie, on reste plusieurs minutes justement pour se concentrer à ce niveau-là. Et entre chaque partie, normalement, on doit taper un bol tibétain justement pour apaiser la personne qui a le traitement. En fait. Donc, pendant cette séance-là, je crois qu'il doit y avoir à peu près 7 ou 8 moments où justement on utilise le bol tibétain pour la séance. Je continue du coup, après cette syllabus. Donc les bols tibétains traditionnels. Beaucoup de types de bols différents existent et varient de qualité en fonction de leur composition et leur façonnage. Ceux fabriqués par des machines, comme des bols chinois, offrent peu de sonorités riches et sans caractère singulier. Les bols coulés et moulés dans une matière calcaire sont appelés dans les boutiques de Katmandou les bols à touristes ou bols machines, c'est comment on les appelle, bien qu'artisanales, leurs compositions en laiton sont souvent basiques. Ayant beaucoup moins de métaux, la qualité de vibration s'en fait sentir. La sonorité est monophonique, c'est-à-dire avec une seule note distincte. Parfois une seconde harmonie et une brève durée de son dans les temps. Les bols modernes, façonnés de manière 100% artisanale, à partir de différentes plaques d'alliage et martelés à la main, sont évidemment les plus recherchés pour leur qualité sonore et thérapeutique. Ils représentent l'élite de la production de leur façonnage
et leur façonnage est ancestral. Nécessitant une plus grande main-d'œuvre, les bols chantants martelés main ont une âme, un vécu, transpirant la chaleur, l'effort et bien sûr le savoir-faire. Donc comment sont fabriqués les bols tibétains martelés main? Les artisans des bols partent de bases d'alliage dont la composition reste un secret de fabrication. Elle est ensuite chauffée avec un mixage de 7 métaux ou plus dont les dosages sont aussi précis que succincts. On obtient alors une galette d'alliage placée dans un four à très haute température. C'est alors que l'équipe des mateleurs rentre dans une symphonie de frappes parfaitement synchronisées pour donner la forme souhaitée après des heures de martèlement. Le bol tibétain sera aberbé et poli. Il peut subir une dernière finition pour lui donner un caractère personnel ou rester tel quel, avec plus ou moins de brillance. Les bols style antique, trempés dans un bain d'acide, permettent d'accentuer son équilibre avec un son plein et harmonieux. Les bols gravés main à la cire liquide noire, qui, une fois trempés dans l'acide, révèlent le relief de motifs symboliques bouddhistes comme des mantras. Ce dernier traitement permet de libérer toute la richesse harmonique sur les sons médiums et graves devenus plus larges, profonds, plus riches et subtils pour un équilibre parfait. Voici un exemple de composition des bols chantants traditionnels. Donc on peut retrouver du fei associé à la planète Mars et au chakra racine, de l'argent qui est associé à la lune et au chakra sacré, pardon, avec de l'or qui est associé au soleil et au chakra du plexus solaire, du cuivre pour Vénus et le chakra du cœur, du mercure pour la planète du même nom et le chakra de la gorge, de l'étain pour Jupiter et le chakra du troisième œil, et du plomb pour Saturne et le chakra de la couronne. Ensuite, on peut retrouver aussi un dernier bol tibétain qui est d'un autre alliage, c'est le quartz, les bols en cristal de quartz. Donc les bols chantants en cristal de quartz sont d'invention beaucoup plus récente. À l'origine, ces bols sont utilisés dans l'industrie comme moule de fabrication pour des puces informatiques en silice pur, pour leurs propriétés thermorésistantes. Vous en avez sans doute sur vous, dans vos smartphones et vos ordinateurs. Dans la Grèce antique, on croyait que le quartz était de la glace très dure. C'est dans les années 45, lors de recherches dans le domaine quantique sur les effets du quartz, que l'on découvre les vertus vibratoires des bols en cristal sur le corps humain avec d'incroyables vertus acoustiques. Les bols sont composés de poudre de silice pure à 99,99%, chauffée à 4000 degrés Celsius, puis moulée afin de donner la forme, la taille, l'épaisseur voulue. Le bol obtient une fréquence vibratoire propre à lui-même. Chaque bol de cristal, par sa signature, sa résonance va se syntoniser avec un chakra. Une maillotche permet de faire chanter le bol plus ou moins doucement, afin de créer une onde fréquentielle faisant écho au chakra associé à la note du bol. Donc ensuite, l'utilité d'un bol chantant tibétain. Je pense que tout le monde veut savoir ça. Efficace pour nettoyer les pièces de certaines forces négatives, le magnétisme des bols agit sur l'environnement d'une pièce pour faire circuler l'énergie positive de manière plus fluide et harmonieuse. Vous pouvez aussi le placer dans une pièce principale comme symbole de protection des ondes négatives. Les bols chantants frappés avec le maillet ou le bâton fait sonner les harmoniques et crée des ondes sonores qui amènent une connexion céleste avec les vibrations de vos chakras. La signature fréquentielle des bols contient des substances cristallines communiquant avec la matière cristalline de notre corps humain, telles que l'ADN, le sang et l'os. Le son est considéré comme bénéfique et guérisseur quand il est joué avec le bol chantant. Les bols chantants
tibétains sont un moyen de détendre tout le corps, de calmer l'esprit et de garder une haute fréquence vibratoire pour assurer une vie pérenne. Les gens thérapeutes du son à travers le monde ont reconnu les prouesses de guérison du chant des bols tibétains ayant une âme artisanale venant de l'Himalaya. Voilà, voilà. J'ai fini avec mon article qui fait encore 4 pages. Eh ben, merci beaucoup pour ce bel article bien complet. Moi, il y a un truc par rapport à la théorie enfin, par rapport à la théorie. Par rapport à ce qu'on dit sur les bols tibétains et même sur les fréquences et tout ça qui, à chaque fois, me chiffonne un peu. C'est quand on parle de hauteur vibratoire. Parce qu'en fait, le mot genre haut et bas, enfin, leur utilisation dans ce champ sémantique-là m'embête un peu. Dans le sens où on a l'impression que ceux qui vibrent haut, c'est ceux qui du coup montent, genre montent comme s'ils allaient genre dans un espèce de paradis, tu vois, ça ramène un petit peu au champ sémantique de la chrétienté. Et si on va en bas, on va dans le bas astral, je mets des guillemets, vous les voyez pas chroniqueuse, mais je mets des guillemets, dans le bas astral qui serait du coup l'enfer, et encore une fois, on revient sur le champ sémantique de la chrétienté. Et je trouve que rester sur ce champ sémantique-là du monothéisme qui est super récent par rapport à la spiritualité qui existe depuis très très longtemps, depuis bien avant le christianisme, et bah ça m'embête. Ça m'embête beaucoup et j'aimerais bien qu'on change un petit peu de mots, qu'on change de vocabulaire dans cette sphère-là. Bon après, comme on est dans une émission, utiliser ce genre de mots c'est pratique parce que du coup ça permet aux gens de reconnaître. Mais j'aimerais bien qu'il y ait un consensus qui se fasse sur l'utilisation de certains mots dans la sphère spirituelle et qu'on avance sur ce thème-là. Parce que moi, ça me trigger un peu. Et bon, ça c'est moi. Je sais pas ce que vous en pensez, vous. Alors Pas pour le trop, coup, parce que, ouais, comme on parle de valeurs, enfin, ça reste des valeurs, donc elles sont plus hautes, plus basses. Euh, Comme ça, pour moi. Hmm. Pas comme ça. Ouais, ouais. oui, Donc, ouais, pour donc moi ça me c'est un choque petit pas. peu pareil en fait. Enfin, pour moi ça a rien à voir avec le haut et le bas et enfin, voilà, c'est plus des sons quoi. Pour moi c'est juste des sons et pas une manière de voir la chose quoi. Ouais, Je mais sais pas si je m'exprime bien. les mots utilisés sont quand même pas anodins, quoi. Oui, oui, je comprends. Parce que justement, j'en parlerai dans ma chronique sur la magie des sons dans Pratique juste après. Mais les mots ont des définitions et des champs sémantiques précis. Et c'est pas pour rien. Oui, sinon, ils évoluent avec le temps. Il y a un système qui est propre à tous les langages qui dit que la langue évolue en fonction de son utilisation. Par exemple, si demain, toute la communauté française se dit qu'un chat, ça s'appelle plus un chat, mais un phoque, et bah dans le dictionnaire, le mot chat sera remplacé par le mot phoque parce que l'usage fait qu'un mot va changer ou va avoir une définition. C'est pour ça que certains néologismes qui étaient des néologismes à une certaine époque sont maintenant des mots actés dans les dictionnaires parce qu'ils sont tellement utilisés que maintenant ça devient des mots avec un sens précis qui est reconnu par la majorité des Français. En tout Euh... cas, vu comme mon chat est posé à côté de moi, je suis d'accord pour l'appeler un phoque. Je fais partie avec lui. Putain, les miennes elles font quoi là? Non, les miennes elles font pas le phoque en ce moment, elles sont en train de manger des croquettes. Et les phoques, je pense pas que ça mange des croquettes. Mais oui, c'est un petit peu un exemple que j'utilise pour démontrer ça, mais c'est vrai que les gens sont un peu en mode la langue française est marquée dans le marbre, elle ne peut plus bouger, et du coup, voilà là. Bah non, en fait, ça peut bouger et c'est pas parce que il y a un mot qui va à une majorité ou à une minorité mais qui est dominante parce que du coup la majorité dominante c'est la majorité monothéiste. C'est pas parce que eux ça leur va que nous on est obligé d'accepter de but en blanc l'utilisation de ce genre de mots qui sont vecteurs de domination quand même, hein. Là on parle d'un sujet un peu sociologique mais c'est un peu le cas. Donc aujourd'hui je le dis, changez les mots. Si Oui, personne, monsieur. oui, monsieur. Si personne n'a rien à ajouter par rapport à ce sujet-là, on peut changer de thème. Est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter? Non, moi, c'est ok. Ok. Non.
Tout le monde a eu le droit à la parole, donc nous allons changer sur le coup de cœur de ce mois-ci. Oui, ma transition. Elle est là. Oui, parce que du coup, je charge des trucs. Alors, tac, boum, et encore une nouvelle transition réussie. Ça, c'est magnifique. Donc, du coup, le coup de cœur aujourd'hui, c'est tenu par moi. C'est un coup de cœur pour ceux qui sont sur TikTok, vous la connaissez sûrement. Du moins, vous connaissez cette chanson par rapport à une trend actuelle. Vous connaissez peut-être pas la créatrice, mais il faut savoir que cette chanson, je la connais depuis pas mal de temps et j'avais décidé de la montrer dans cette chronique-là avant qu'elle devienne une trend. Du coup, je suis en mode, ah bah c'est bien, il y a plus de gens qui la connaissent, donc du coup, ça va parler à beaucoup de gens. Donc là, j'ai pas choisi un chant païen ou un chant religieux ou un chant de sorcellerie ou ce genre de choses. J'ai choisi un chant féministe par rapport à tout ce qui se passe en ce moment avec tout ce qui se passe aux États-Unis, évidemment, hein, vous êtes au courant du fait que tous les États peuvent choisir ou non d'interdire ou d'autoriser l'avortement. Super. Et du coup, il y a cet artiste qui avait écrit cette chanson par rapport à la charge mentale des femmes pendant un deuil. Parce que justement, elle l'a raconté sur son TikTok. Si vous ne la connaissez pas, elle s'appelle Mathilde. Et du coup, ses comptes, c'est Mathilde chante. Du coup, elle se dit chansonnière. Je ne me suis pas bien renseigné sur la définition de ce mot-là. Mais du coup, c'est une musicienne et chanteuse. Donc chansonnière, comme elle le dit. Et en ayant remarqué que pendant un deuil, c'était souvent les femmes qui prenaient toute la charge d'organiser les enterrements, de commander les fleurs, d'inviter les gens et tout ça. Elle a écrit cette chanson qui maintenant est reprise actuellement sur TikTok pour parler de la condition des femmes aux États-Unis. Et comme le féminisme est très proche de la sorcellerie, puisque le féminisme a repris et a adapté la figure de la sorcière à ses valeurs, je voulais partager cette chanson avec vous, puisque ça fait écho autant bien à la spiritualité et à la sorcellerie, qui se veut un minimum féministe, puisque la sphère de la sorcellerie est dominée par les femmes, et c'est très bien, que du coup à un sujet actuel qui est le droit des femmes. Donc du coup, je me tais un petit peu, je vais même me mute, comme ça vous êtes sûr, on est sûr qu'il n'y a rien de plus, et je vous laisse du coup écouter cette musique. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes. Je chante leur douleur, qu'elles perdent mère ou père de fils. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes vaillantes, à la gloire des femmes en or, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes piliers. Je chante leur bravoure, elles qui portent sans jamais plier. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes coriaces, à la gloire des femmes trésors, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes fragiles. Je chante la peine de ces colosses aux pieds d'argile. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en pleurs, à la gloire des femmes que j'honore, et c'est jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil. Je chante leur courage, du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes dignes, à la gloire des femmes sorores, unies jusque devant la mort. Et voilà pour la chanson de Mathilde chante, qui s'appelle du coup À la gloire des femmes en deuil, qui, dès la première écoute, moi, m'a foutu les frissons parce que déjà, il y a une composition qui est absolument incroyable et un arrangement de voix qui est absolument superbe aussi, et un message, évidemment, qui est absolument saisissant. Donc voilà, c'était le petit coup de cœur de la semaine. Nous allons repasser sur l'écran principal avec la transition
Encore une fois réussi. Ouais. Ah là là. Hop là. Donc je sais pas si vous l'avez entendu du coup vous en stream les chroniqueuses puisque elles n'entendent pas, elles sont sur Discord donc elles n'ont pas le partage de la musique. Je sais pas si vous l'avez entendu, sinon je vous invite à aller l'écouter après. Et j'ai lancé le Twitch en même temps pour pouvoir l'écouter. Ouais. Et Shame on Me, c'était la première fois que je l'entendais. Aïe ah. Et vraiment, elle m'a fait des frissons. Moi à chaque fois elle me fout les frissons, surtout quand les harmonies arrivent, là je suis en mode ah. Mais pour le coup, moi, je l'ai pas entendu, mais il me semble que je l'ai déjà entendu sur TikTok. Ah oui, c'est très certainement le cas puisqu'elle tourne beaucoup en ce moment. Ouais, honte à moi aussi, je ne la connaissais pas. Par contre, c'est vrai que les harmonies sont extrêmement chouettes, le message derrière aussi, évidemment, très puissant. Et j'aime aussi un peu le contraste entre le message qu'elle véhicule et la musique qui est sortie de son contexte. Je ne l'aurais pas forcément associé à ce genre de message. Du coup, j'ai trouvé ça d'autant plus, en tout cas, percutant. Euh, percutant pour moi, en tout cas. Très chouette découverte. Eh ben, ravi de vous avoir fait découvrir cette musique. Et bienvenue à toi, Camille. Bonsoir à toi et bienvenue, installe-toi. Le stream a déjà commencé, mais évidemment, tu pourras revoir ce que tu as loupé en rediffusion sur la chaîne YouTube de La Magie, évidemment. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous invite aussi à aller suivre Mathilde sur les réseaux. Donc sur YouTube, c'est Mathilde TV et sur TikTok, c'est Mathilde Chante. En plus de faire de la chanson, elle véhicule des messages féministes qui sont très très importants à l'heure actuelle, je trouve. En plus de parler du droit à l'avortement et tout ça, elle parle de tout ce qui est nécessaire à la sphère féministe actuelle. Donc pour ceux qui veulent aller soutenir ce genre de message ou qui veulent même en apprendre plus, par exemple des hommes cis qui ne seraient pas sensibilisés à ce genre de cause, ou même des femmes, qu'elles soient cis ou trans, qui ne sont pas sensibilisées à ce genre de choses, allez-y. Voilà. Et même les hommes trans évidemment, hein, parce que je suis en mode oui j'ai été une femme alors du coup je suis bien dans le truc féministe. Alors c'est pas le cas de tous les hommes trans. Donc du coup, allez vous renseigner et check your privilege, évidemment. Pour ceux qui en ont, évidemment. Du coup, nous allons continuer aujourd'hui dans cette émission. Ce n'est que la deuxième fois depuis le début de la magie que je ne tiendrai pas la chronique dans les pas des anciens. Donc aujourd'hui, vous allez avoir autre chose que du Panthéon celte. Et ceci grâce à Elisa, qui aujourd'hui va nous parler du Panthéon grec ou romain. Je ne sais plus lequel des deux, je ne suis pas un expert, donc du coup, vite la transition. Du Panthéon grec. Voilà, je te laisse la place. Hop, et c'est à toi. Bon, alors, maintenant que j'ai récupéré mon chargeur et que ma batterie tiendra le coup pour tout mon article, on va pouvoir partir dans le Panthéon grec pour parler de la musique, d'Apollon et des 9 musiques. Donc Apollon, dieu grec connu pour être le dieu du soleil, est aussi le dieu des arts. Donc un bref retour sur sa généalogie, qui n'est jamais très simple dans le Panthéon grec. Alors, au commencement, Gaïa naquit du chaos. Elle enfanta Ouranos le ciel. De leur union naquirent les titans, les cyclopes, les hécatonchires et les géants. L'union des titans Chronos et Rhea entraîna la naissance de Zeus et celle de Théos, ou Chaos, excusez-moi, et Phébé entraîna la naissance de Leto. Et enfin, de l'union de Zeus et de Leto, naquirent Apollon et sa sœur jumelle Artémis. Le plus souvent, Apollon est représenté avec son arc et ses flèches, du laurier ou une lyre. Selon la légende, cette lyre a été fabriquée par Hermès dans ses jeunes années. Il en fit cadeau à Apollon pour apaiser sa colère après avoir volé et caché une cinquantaine de bœufs qui lui appartenaient. Conquis par ce cadeau, Apollon en joua sur l'Olympe pour ravir les dieux par ses chants accompagnés dorénavant de la mélodie de cette lyre. On dit que la lyre d'Apollon lui permet d'apporter le bonheur chez les hommes et les dieux. Elle symbolise son côté généreux, apportant apaisement et éloignant la détresse. De par sa qualité de dieu des arts, du chant, de la musique et de la poésie,
Il est connu comme étant le conducteur des 9 muses. Les muses sont 9 sœurs jumelles, nées de l'union de Zeus et de la Titanie de Mémosine. Ces déesses veillent sur les artistes. Chacune possède sa propre personnalité, sa propre spécialité. Il y a Calliope, dont la spécialité est la poésie épique, Clio, avec la spécialité de l'histoire, Erato pour la poésie lyrique et érotique, Euterpe pour la musique, Pomène pour la tragédie et le chant, Polymnie, l'éloquence et la rhétorique, Terpsichore pour la danse, Thalie pour la comédie et enfin Uranie pour l'astronomie. Euterpe est le plus souvent représenté avec une couronne de fleurs et une lyre. Et quand bien même cet article est un petit peu court et ne détaille pas toute l'histoire ni toutes les spécificités d'Apollon ou des muses, s'il a piqué votre curiosité, n'hésitez pas à chercher à en savoir davantage parce qu'il y a plein de rebondissements dans la vie d'Apollon, que ce soit à partir de sa naissance ou plus tard. Et voilà, chaque muse a un peu sa spécialité, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Eh bien, merci pour cet article. Il faut savoir que chez La Magie, on essaye toujours d'avoir des chroniqueurs qui sont spécialistes dans le sujet. Et pour l'instant, comme nous ne sommes pas des 1000 et des 100, nous devons aussi faire parfois du travail de recherche pour parler de choses que nous ne maîtrisons pas forcément. Donc merci à toi, Elisa, de nous avoir fait cet article. Comme ça, on a évité d'avoir encore une fois un article sur le panthéon celte, parce que j'aurais pu vous parler de divinités celtes de la musique, il y en a plein. Mais j'arrête de vous rabâcher un peu les oreilles avec ça, parce que sinon ça va plus être dans les pas des anciens, mais dans les pas des Celtes. Et aussi, n'hésitez pas, si vous avez des idées de chroniques, et là je dis à ceux qui regardent sur YouTube ou même ceux qui sont avec nous en live, si vous avez des idées de chroniques ou que vous voulez devenir chroniqueur pour défendre ou pour parler de quelque chose qui vous tient à cœur, n'hésitez pas à nous contacter sur lamagie@outlook.fr, c'est l.am.agi@outlook.fr, et de proposer des chroniques ou des sujets qui seront bien évidemment analysés par tout le monde. Et si ça nous plaît, si ça rentre bien dans la thématique de l'émission, qui est quand même plurielle, parce que spiritualité, magie, sorcellerie, on a pas mal de choses à faire, vous pourrez bien évidemment être chroniqueur avec nous. Voilà. Hop, hop, hop. Parce que du coup, le seul représentant du panthéon grec, c'était Chroniqueur Bisou. Chroniqueur Bisou qui n'est pas avec nous aujourd'hui, comme vous le voyez. Et d'ailleurs, ce n'est pas lui qui présentera le question Passicon, du coup. Ce sera moi. Donc du coup, je vous invite à passer sur l'inspiration du jour, qui sera aujourd'hui tenue par Margot. Margot qui du coup nous fait 2 chroniques aujourd'hui, donc sa chronique à elle, et qui nous a fait l'inspiration du jour. Hop, je te laisse la place. Margot, c'est à toi. Yes. Juste avant, je voulais rebondir sur ce que tu avais présenté là dans ton coup de cœur sur l'abolition du droit à l'avortement aux États-Unis. D'un point de vue astro, c'est le jour de l'abolition en fait de l'arrêt par la Cour suprême. Astrologiquement parlant, il y avait beaucoup d'indices sur la carte du jour aux États-Unis. Et d'ailleurs, c'était assez affolant, notamment au niveau des planètes lentes qui régissent en fait tout ce qui touche à la génération. Et ça m'a fait super peur quand j'ai entendu ça. J'étais en Finlande et quand j'ai entendu qu'il y avait eu donc cette abolition, je l'ai vu tout de suite. Été checker la carte du ciel et ça m'a fait vraiment flipper. Dès qu'il se passe un truc, tu regardes la carte du ciel. Non, pas tout le temps, mais c'est genre de gros événements en fait. Uranus, le changement dans le domaine de la santé et de la fertilité. Ok, Pluton, la planète de la transformation dans le domaine des possessions et du corps. Dans le domaine des lois, la balance dominait sur le plan sociétal. Et je me suis dit, ah ouais, quand même, un soleil en cancer dans la maison de la fertilité et la mort. Je me suis dit, ah ouais, ok, super. Ça a réveillé la droite aux États-Unis, ils se sont dit, c'est notre moment, on y va. C'est clair. C'est à nous de briller là. C'est notre carte du ciel, ok.
Ok, c'est bon, c'est validé, on vous la laisse. La décision n'est pas validée, mais vous pouvez prendre cette carte du ciel pour le jour. Hop. Voilà, donc c'était juste ce petit point. Ah, je te Euh, remets sur ton écran, vas-y. oui, désolée, pardon pour les transitions. Non, mais Ça. c'est bien, ça m'entraîne, c'est cool. Du coup, l'inspiration, c'est au niveau des planètes, en fait. C'est un morceau de musique de Gustav Holst. Je suis désolée pour lui si je le prononce mal, probablement. Donc, Les planètes, c'est une œuvre pour orchestre symphonique en 7 mouvements. Donc, en fait, il dresse le portrait astrologique de 7 planètes du système solaire en musique. Pas de trace de la Terre, qui n'est pas spécialement étudiée en astrologie, ni de Pluton, qui a été découvert qu'en 1930 et qui est relégué depuis 2008 au rang de planète naine. Pas de chance. Et du coup, qui est toujours étudié par les astrologues, mais qui n'avait pas été pris en compte par Gustav Holst. Donc, quelques mots tout d'abord sur Gustav Holst. C'est un compositeur anglais d'origine suédoise. Il commence à écrire ce poème symphonique à l'âge de 40 ans, entre 1914 et 1917. Il choisit d'écrire en fait le caractère donc, de 7 planètes, les 7 connues à cette époque, pour 7 morceaux, en fonction des dieux de la mythologie romaine ainsi que de leurs portraits astro. Donc c'est un peu un pionnier en fait dans ce concept. Et la première représentation publique de planètes, sous la direction d'Adrian Boult, à lui aussi je suis désolée, à Londres en 1918, sera très très bien accueilli. Ça a été apparemment pour lui assez difficile de jouer ce morceau, mais le public a apprécié. Il a été épaulé donc par plusieurs compositeurs. Il s'inspira de leurs discussions, de la littérature hindoue et évidemment de l'astrologie. Savez-vous d'ailleurs que l'univers et les planètes ont un son propre? On ne peut pas littéralement parler de musique, mais en tout cas, il y a une sorte de rythme dans les émissions électromagnétiques et les vibrations. Donc moi, j'ai un peu, en écoutant en fait tous les morceaux, je me suis dit que c'était un peu une partition du système solaire en fait. Donc les 7 mouvements de ce poème, ils sont influencés par le contexte historique, la Première Guerre mondiale. Et c'est pour ça que que Mars en fait ouvre la danse et fait partie du premier mouvement. Donc le titre c'est Mars ou celui qui apporte la guerre. Donc il est composé en mai 1914 et il reflète une atmosphère assez chaotique, inhumaine, violente. Il y a une forte présence des cuivres qui laisse penser un peu à une marche vers l'ennemi. Et John Williams, il s'est inspiré de ce morceau en fait dans Star Wars. Donc le deuxième mouvement, en fait, il s'appelle Planète 1, Planète 2, Planète 3, jusqu'à 16. Oui, jusqu'à 7. Donc Planète 2, c'est Vénus, ou celle qui apporte la paix. Ça contraste assez avec la violence en fait du premier. Et de ce que j'ai lu de certaines anecdotes, en fait, une fois que l'interprète a joué Mars, en fait, les gens n'étaient plus trop prêts à écouter la suite. Donc c'est bien pour eux, je pense, que Vénus soit arrivée juste après. Donc c'est un morceau qui est assez lumineux, qui est très doux, qui est lent, qui est mené par un solo de violon. Donc c'est assez agréable, je trouve, à écouter. Planète 3, donc c'est Mercure. Mercure ou le messager ailé. C'est une parfaite représentation de la mythologie. Mercure qui était donc le messager des dieux. Le rythme est plus rapide. Il est assez sautillant en fait. Quand j'ai écouté ça, je me suis dit on dirait un ressort. et donc ça invite au voyage aussi. Le Célesta, donc c'est un piano droit qui le piano en fait ça frappe sur des lames métalliques et pas du coup sur autre chose. Et c'est un instrument qui est assez original pour l'époque, donc il est utilisé dans ce morceau, ça rend le morceau assez particulier. Planète 4, du coup, c'est Jupiter ou celui qui apporte la gaieté. Donc en astrologie traditionnelle, Jupiter, il est considéré comme la planète des plaisirs, de l'extension, de la croissance et de la joie. Donc c'est un morceau là aussi assez rapide. C'est un peu un mélange de fanfares, il y a des trompettes, il y a ce genre de choses. Et puis après, assez calme. C'est le plus célèbre des 7 mouvements et il a été repris dans de nombreux films, mais aussi tous les ans au Royaume-Uni le jour de l'armistice. Planète 5, Saturne, ou celui qui apporte la vieillesse, c'est le mouvement préféré du compositeur. Il est assez dramatique.
sombre. Il reflète plutôt le temps qui passe, euh, très typique de Saturne. Et la contrebasse, du coup, annonce la vieillesse après la disparition de la jeunesse. Et j'ai trouvé que le mouvement, il se terminait assez tranquillement, en fait, comme s'il y avait une acceptation, en fait, de ce cycle de vie. Et c'est vraiment ce que Saturne représente en astrologie. Planète 6, Uranus ou le magicien, c'est vraiment comme une explosion, en fait, orchestrale. Il y a des cuivres, il y a des percussions, il y a des instruments à vent. Et c'est une sorte un peu d'incantation, en fait, euh, et d'appel du magicien par la musique. Ça rappelle un peu l'apprenti sorcier de Dukas, et ça a été repris dans le Disney Fantasia aussi. Et enfin, Neptune, c'est un morceau qui a été très très connu là aussi. C'est le dernier morceau du poème, Neptune le mystique. Donc c'est un peu comme une atmosphère assez étrange, floue. Les instruments, ils semblent un peu errer dans le vide en fait. Et la pièce, elle se termine dans une atmosphère assez céleste, avec un chœur de femmes interprétant des vocalises a cappella. Donc c'était aussi une première, il me semble, dans ce genre en fait de représentation. Et ça représente bien la notion de flou en fait qui est associée à Neptune. Neptune, c'est vraiment la planète du flou. Et en écoutant ce morceau, j'ai vraiment eu aussi cette impression d'errer un peu dans le vide. Donc c'est assez représentatif. Donc ainsi s'achève la petite visite guidée du système solaire en musique. Donc si vous voulez aller checker ces dispos sur YouTube et sur plein d'autres sites probablement. Dites-nous en commentaire quelle est votre planète favorite dans le chat. Voilà, dites-nous quelle est votre petite musique préférée. Personnellement, je pense que c'est Vénus ou Neptune. Neptune, c'est quand même assez étrange, donc ça m'a un peu interloquée. Et puis Vénus, parce que je suis Balance. Pas déconner, quoi. Hop là, eh ben merci. Quelle youtubeuse incroyable, hein. Elle dit même aux gens de commenter et tout. Ah, il y a quelqu'un qui a disparu, du coup ça... Ouais, ça a décalé un petit peu, comme du coup vous le voyez, je capture sur Discord, donc dès qu'il y a quelqu'un qui s'en va, ça crée une distorsion comme ça. Donc on va attendre qu'elle revienne. Ellie, si tu es vivante, tape 3 fois. C'est bon. Nous l'avons retrouvée. Désolée. T'inquiète, c'est bon, tout est rentré dans l'ordre. Bah, du coup, merci pour cet article. Je connaissais pas, du coup, je suis allé voir vite fait sur YouTube. Tac. On aurait pu passer un extrait, hein. T'aurais pu me demander ça. Tu as Ouais, le c'est vrai. droit. J'y ai pensé après, je me suis dit, est-ce qu'on peut faire ça sur Twitch? Je suis une novice de Twitch, hein, donc j'en sais rien, je sais pas trop comment ça fonctionne, mais pour la prochaine fois. On a le droit, évidemment, Twitch En fait, si j'ai préféré faire l'émission sur Twitch et pas sur YouTube, c'est parce que YouTube a tendance à couper direct les musiques dès qu'elles passent en live. C'est-à-dire que, hop, il t'arrête le live si c'est un truc qui est claim. Alors que sur Twitch, on a cet avantage qu'en live, ça passe. Et c'est juste après les rediffusions, c'est là où ils vont venir nous taper sur les doigts en fait, mais où on peut toujours essayer de dire oui, mais on gagne pas d'argent dessus et tout ça, donc laissez-nous tranquille. Du coup là, ça passe. Mais c'est vrai que sur YouTube, par contre, le bot est infernal. Une fois, j'avais fait un karaoké et comme dans tout karaoké, je chante des chansons Disney et du coup, je faisais que de me faire couper tout le temps, à chaque fois. Du coup, je me suis dit oh c'est bon, j'arrête, c'est bon. Alors que sur Twitch, tu peux faire ton karaoké Disney, sauf qu'après, tu peux pas le reposter en rediffusion parce que là, c'est là où tu vas te faire taper sur les doigts. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux répéter le nom de la symphonie, enfin des musiques et tout ça pour que les gens arrivent à retrouver, enfin le compositeur du moins? Yes, donc du coup, c'est Planète, c'est comme ça que s'appellent les 7 mouvements. Et le compositeur, c'est Gustave, sans E. Et Holst, Holst. Holst. Ça se trouve, ouais, ça se dit sûrement pas comme ça. Je suis désolée pour lui. Si tu nous entends, je sais pas s'il est mort ou pas, mais c'est pas grave.
je pense. Pour avoir composé en 14, je pense que ça fait un moment qu'il est plus sur pied. Ah oui, oui, effectivement. Mais on sait jamais, on sait jamais, hein. Il y a des gens, ils sont centenaires et tout. Bon, après 120 ans, ça serait... Enfin, 110 ans, ça serait un Ouais, peu beaucoup là. 112 ans. en 14, à l'âge de 40 ans. Écoute, écoute, on peut toujours espérer, hein. Ah là là. Ouais, j'avais pas entendu la date. Puis même moi, je suis pas quelqu'un qui retient très, très facilement les chiffres. Alors du coup, c'est un délire. Les mots, les images, ça passe. Mais les chiffres, j'étais une bille en histoire justement parce qu'il y a les chiffres, tu vois. Ouais. Genre, j'arrive à situer les dates des grandes guerres mondiales parce que celles-là, on nous a tellement parlé de ces trucs-là que maintenant c'est bon, je les ai acquises. Mais je les ai pas acquises, tu vois, en tant que chiffres, je les ai acquises en tant que son. Là, c'est 14-18. C'est parce que les deux Ah, vont ensemble, tu vois. C'est la sonorité. Je vais pas le dire le mot. Voilà, c'est la consonance des dates qui font que je retiens. Désolé, je regarde vite fait mon téléphone parce qu'en fait, comme j'ai une angine et que demain je travaille, je regarde si mon collègue peut me remplacer. Et normalement, il peut me remplacer, du coup, je suis safe. Et les enfants aussi, parce que les angines, c'est hyper contagieux, donc on fait attention à soi, évidemment. Du coup, s'il y a rien d'autre à dire par rapport à tout ça, moi j'ai dit tout ce que j'avais à dire, je suis très bavard, je sais. Je vous invite du coup à passer sur la chronique pratique, qui est encore une fois avec moi, parce que de toute façon, la magie des sons, sans que ce soit moi qui en parle, c'est un peu bizarre. Hop, je nous lance tout ça, et voilà. Ah, j'ai pas caché mon truc, bon c'est pas grave, de toute façon, je fais juste ça, il est où? Tac, tac, tac. Voilà, c'était l'angine. Alors, hop là. Parce que du coup, c'est pas maintenant que je veux vous montrer ça, mais c'est pas grave. Hop, et pareil pour ça. Alors du coup, aujourd'hui, dans pratique, évidemment, je suis un spécialiste de la magie des sons, donc je vais vous parler de la magie des sons. Il faut savoir que tout ce dont je vais vous parler provient soit de ma pratique personnelle, soit de ce fabuleux livre qui s'appelle La magie des sons de Ted Andrew, qui est disponible aux éditions Alliance Magique. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses qui est dites dans ce livre que je vais discréditer parce que vous allez voir. Donc évidemment, à chaque fois qu'on lit un livre ou qu'on se renseigne, on croise ses sources, on pratique, on valide par la pratique et surtout on garde son esprit critique. C'est pas parce qu'il y a un grand sorcier qui a fait un truc une fois qui doit avoir raison sur tout. D'ailleurs, voilà. Donc du coup, commençons sur la magie des sons. Donc, la magie des sons est un domaine de magie qui réunit plusieurs aspects. On a l'aspect de la musique, donc ce sont tout ce qui est notes de musique, le rythme, les instruments, les suites de notes, etc. etc. Les mots, donc leur utilisation, leur définition, la sémantique de la phrase utilisée, etc. etc. Et la voix. Donc la voix, c'est un peu une concentration entre les deux aspects précédents, puisque ça regroupe les sons qu'on produit avec notre voix, les sons spécifiques des mots, ainsi que le chant. Donc je vais commencer par vous parler de la musique. Donc la musique que vous écoutez tous les jours vous fait ressentir des émotions spécifiques et vous plaise pour certaines raisons. Parmi ces raisons, il y a la fréquence de la musique, son rythme et ce qu'elle dégage, de quoi elle parle. Si vous écoutez une musique entraînante, vous aurez tendance à vous sentir plus énergique, alors que si vous écoutez une musique lente, vous irez plutôt dans la détente. Ce sont des notions très basiques, mais qui sont essentielles à la pratique de la magie des sons. D'ailleurs, ça, je ne l'ai pas mis dans mon petit texte, mais je vais le rajouter. Ces effets-là, le truc de la musique qui va vite, ça vous entraîne, et la musique lente, ça vous détend, c'est tout simplement parce que chaque musique a un tempo. Ça, vous avez dû le voir tous à peu près au collège dans les cours de musique. Le tempo, plus il va vite, plus c'est entraînant, moins il va vite, moins c'est entraînant. Et il faut savoir qu'en magie des sons, le tempo, c'est super important parce que si le tempo va au-dessus du rythme cardiaque moyen, ou du moins du rythme cardiaque de la personne visée, parce que parfois on pratique sur des personnes, ça va pour elle être quelque chose d'entraînant. Et si c'est en dessous du rythme cardiaque, ça va aller plutôt dans la détente. C'est pour ça que les musiques de détente ont des tempos très lents qui font baisser votre rythme cardiaque et du coup le rythme de votre corps.
Donc du coup, par-dessus cela, il y a aussi la théorie musicale des associations de notes et d'harmonies complexes qui vont chercher à dégager des couleurs et des phrasés spécifiques. Alors là, j'utilise du vocabulaire de musicien, attention, c'est-à-dire des émotions ou des sensations, tout simplement. Quand quelqu'un joue du violon, par exemple, il y aura des phases où le musicien jouera plus fort et d'autres moments où il altérera sa façon de jouer, ce qui créera de la couleur, de l'émotion dans la musique. En fait, on appelle ça de la couleur parce qu'on utilise l'image de la couleur et des émotions en fait. Chaque émotion, il y a une couleur, ça vous le savez. Normalement, on a tous fait ça à peu près en maternelle. De plus, certaines notes enchaînées créeront des sensations de finalité et d'autres créeront un suspense musical, c'est-à-dire qu'on va attendre les notes à la suite de la même manière que lorsque l'on parle et qu'on emploie des tons différents. Ça, vous avez entendu ça dans la musique que je vous ai fait écouter tout à l'heure, les femmes en deuil, voilà, de Mathilde Chante, qui parfois va finir sa phrase musicale sur une note qui finit et parfois sur une note qui suspend. Donc par exemple, quand elle dit je chante aujourd'hui à la gloire des femmes en deuil, ça va. Je chante leur courage du don de vie jusqu'au cercueil. Je chante aujourd'hui à la gloire des femmes tristes, à la gloire des femmes aurores, unies jusque devant la mort. Là, dans la mort, il y a une note qui est en suspens. Donc, ça fait que la personne qui va écouter la musique va attendre la suite. Donc, une musique qui se finit sur ce genre de note, ça va être une musique un peu frustrante. Peut-être qu'on va chercher à la frustration. Et après, elle reprend et chaque fin de phrase va se finir jusqu'à la phrase où elle lit et jusqu'à la fin de la chanson où là, elle va dire la mort va pas être en suspens parce que d'habitude, elle fait jusque devant la mort, donc suspens. Et à la fin, elle fait jusque devant la mort, fini. Donc ça va être une notion qui va être aussi importante dans la théorie de la magie des sons. Quand on est évidemment musicien avec un instrument ou même quand on est chanteur aguerri, parce que ça, ce sont des notions qui en musicalité sont un peu compliquées à acquérir au début. Donc n'hésitez pas à prendre votre temps et aussi à écouter des musiques pour les analyser par rapport à ça. Et du coup, quand je parle de tons différents, évidemment, quand je parle actuellement, quand je finis une phrase, je vais aller dans des tons descendants. Là, par exemple, c'est pas ce que je fais, c'est en suspens, parce que je vais continuer ma phrase. Et du coup, quand je vais finir ma phrase, je vais aller sur un ton descendant, qui marque la fin de la phrase. Donc ça, ce sont des théories et pratiques musicales très spécifiques qui sont importantes surtout pour celles et ceux qui pratiquent la magie des sons avec un instrument. Donc c'est ce que je viens de dire. Parlons maintenant de choses que tout un chacun peut utiliser. Donc là, on va aller un petit peu sur de la théorie un petit peu mélangée occidentale-orientale, puisqu'on va parler des points de chakra. Donc chaque point de chakra est lié à une note de musique particulière. Et c'est là où intervient du coup mon diaporama. Du coup, là, vous pouvez voir sur l'image de ce côté-là que du coup, quand on part du chakra racine, on part du coup du Do. Donc c'est dans le sens, hein, c'est ce côté-là. C'est dans le sens de la gamme de Do basique. Donc Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Donc Do, c'est le chakra racine, Ré, c'est le chakra sacré, Mi, c'est le plexus solaire, Fa, c'est le cœur, Sol, c'est la gorge, La, c'est l'œil, et Si, c'est le coronal. Donc du coup, ces chakras-là peuvent être stimulés par l'exposition continue à cette note ou par une musique utilisant cette note particulièrement. Donc du coup, là, je viens d'écrire « Voici un schéma pour vous démontrer cela », mais je l'ai déjà dit. Donc du coup, vous pouvez consulter ce schéma sur Google, je l'ai trouvé assez facilement. Et évidemment, chaque note, c'est pas en fonction de sa gamme, parce qu'évidemment, il y a plusieurs si, il y a plusieurs la, il y a plusieurs sol en fonction de la gamme et du coup du fait que ce soit plus aigu ou plus grave. Du coup, chaque si a une action sur le coronal, chaque la sur le troisième œil, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc ça va être aussi en fonction de la personne qui écoute, si on préfère les tons graves ou les tons aigus. Du coup, les notes jouées, que ce soit par un instrument à vent, à cordes ou à percussion, produisent des ondes qui se mesurent en hertz. Ça se mesure scientifiquement. Chaque note de chaque gamme a donc une mesure précise en hertz. C'est-à-dire que, par exemple, on va vous dire c'est telle note à tel hertz. Et du coup, pour un musicien, on va plutôt parler de si de la gamme 3.
mais quelqu'un qui mesure avec les hertz, on va parler de si à tel hertz. Et du coup, ça va aussi nous servir à accorder nos instruments pour ceux qui sont musiciens. Donc cependant, ici, je ne vous parlerai pas des ondes spécifiques dont on vous parle partout, par exemple l'hypothétique fréquence du bonheur ou de la guérison à 432 Hz ou encore celle de l'amour à 852 Hz, car je trouve ces sons particulièrement pénibles à écouter. Bah, après ça m'est personnel, hein. Parce qu'ils sont très moroses et sont très plats, et aussi du fait qu'ils sont générés par des ordinateurs et donc de moins bonne qualité qu'un son produit par un instrument réel. Car pour avoir un son vraiment propre via l'ordinateur, il faut déjà des enceintes performantes, donc du coup qui vous donnent des sons clairs et propres, et que la production utilise elle-même des sons de qualité, et vous vous doutez bien que le combo des deux est très rare, parce que déjà il faut que nous, en tant que petit être humain, nous ayons des enceintes dignes des plus grands musiciens, et que le compositeur qui fait la musique ait des sons d'une qualité incroyable. Donc de plus, avec un instrument réel, vous produirez des sons de leur source et recevrez les ondes et leur subtilité dans toute leur entièreté. Aussi, il faut ajouter que tous les instruments ne produisent pas les mêmes sons. Alors, en fonction des demandes et besoins, il faudra pouvoir s'adapter ou jouer d'un instrument qui a une grande étendue de gamme, comme le piano ou la guitare, par exemple, qui peut aller... les pianos, le mien, c'est un synthé très simple, il va de la gamme 3 jusqu'à la gamme 6, donc ça fait 3... Il couvre 3 gammes, c'est déjà pas mal. C'est du très aigu à du très grave, vraiment. Donc du coup, n'hésitez pas à vous prendre des instruments simples pour commencer, des instruments simples et efficaces. Donc une astuce simple et connue pour se nettoyer énergétiquement avec la magie des sons, c'est l'utilisation des percussions. Déjà, vous avez aussi les tambours chamaniques, mais là, les tambours chamaniques, en fonction de certains tambours, on n'est pas sur la même note. Et du coup, notamment des crécelles, et c'est là où du coup, je vous montre ce fabuleux schéma, enfin, pas schéma, mais photo de crécelles. Parce que quand je parle de crécelles, je parle de ce genre de crécelles-là. Pas celles qui tournent, qu'on utilisait au Moyen-Âge pour annoncer les personnes atteintes de la peste ou de maladies contagieuses, mais bel et bien de ces crécelles-là qui sont faites en noyaux ou en, comment on appelle ça, ou en graines, et du coup, quand ça s'entrechoque, ça fait des petits bruits. Et du coup, la manière d'utiliser les crécelles pour se nettoyer énergétiquement, vous la faites teinter autour de vous. Le mieux, c'est un tempo proche du rythme cardiaque, dans le sens horaire. Donc, vous faites passer tout autour de vous, des pieds jusqu'à la tête, comme ça, tac, tac, tac. Vous n'hésitez pas aussi à aller dans ce sens-là. Et quand vous le sentez, parce que ça se fait aussi au ressenti, vous pouvez arrêter, mais c'est un instrument qui est très bon, du coup, pour se nettoyer énergétiquement, comme toutes les autres percussions, mais évidemment, il faut faire attention parce que les notes vont différer. Hop, je peux couper mon petit diaporama. Donc parlons maintenant des mots. Et là, on arrive sur un sujet qui m'est très précieux, vous l'aurez compris. Les mots sont très importants en magie des sons car ils portent en eux différentes charges énergétiques. On a la charge historique, c'est-à-dire l'utilisation des mots à travers le temps, la charge de la sémantique, c'est-à-dire ce qu'ils veulent dire, et la charge culturelle ou contextuelle, c'est-à-dire pourquoi il a été créé ou pourquoi il est utilisé. Ce sont des notions importante à prendre en compte si vous comptez pratiquer la magie des sons pour faire des incantations ou des chants. D'ailleurs, notez que si vous faites de la magie avec une langue étrangère, il faut impérativement, et là je suis vraiment carré par rapport à ça, il faut impérativement que vous compreniez tout ce que vous dites. Car si la charge énergétique des mots n'est pas activée par votre intention, ils ne donneront rien. Or, si vous ne savez pas ce qu'un mot veut dire, vous n'aurez pas d'intention spécifique en le disant. Il n'aura donc pas d'impact, et si vous avez une intention qui n'est pas liée à la bonne définition du mot, ça ne donnera rien non plus. Donc par exemple, si vous faites une incantation en latin, parce que vous vous dites que c'est cool, ou parce qu'il y a plein de gens qui l'utilisent, et que vous savez que c'est par rapport au bonheur, par exemple, mais que vous dites tous les mots sans savoir ce que ça veut dire, ça ne va rien donner du tout. Parce que le plus important dans la magie des sons, c'est activer la charge énergétique du mot. Et si vous activez mal cette charge énergétique, ça ne donnera rien. Par exemple, je ne sais pas si vous dites le mot bonheur en latin, je ne sais pas comment ça se dit, hein, mais que pour vous, vous avez l'impression de dire un mot qui veut dire malheur. Et bah du coup, vous activez l'intention de malheur pour le mot bonheur et du coup, il n'y a rien qui se passe. Donc du coup, renseignez-vous bien avant de dire une incantation en langue étrangère. Maîtriser la langue, c'est le mieux. Si vous maîtrisez juste la définition et la traduction de cette incantation en particulier, ça marche aussi, même si c'est pas top. Mais bon, ça le fait. Du coup, oui,
je voulais vous parler vite fait des mantras. Parce que les mantras... Ah oui, c'est ça que je voulais... Ah oui, mais ça, j'en parlerai après. Des mantras et des mots de pouvoir. Mais d'abord, les mantras. Les mantras, ce sont des sortes de mots de pouvoir, effectivement, c'est pour ça que je voulais lier avec ça. Mais les mantras sont des mots qui sont dits d'une certaine manière pour activer des choses ou pour faire des choses sur la sphère spirituelle. C'est très important, très très important de vous renseigner sur ce que veut dire le mantra que vous allez dire. Par exemple, si vous faites un Om en méditation mais que vous ne savez pas ce que ça veut dire, alors le son que vous allez produire va vous faire du bien, mais vous n'activez pas la charge énergétique du mot. Donc renseignez-vous bien, vous avez plein de traductions de mantras sur internet, donc si ça vous botte, renseignez-vous avant. Par exemple, le Om, ça veut dire je suis. D'ailleurs, j'en reparlerai plus tard. Donc la première étape pour utiliser les mots en magie, c'est de bien identifier les mots et les champs sémantiques dont vous avez besoin pour la pratique que vous allez faire. Par exemple, si vous voulez créer une incantation pour attirer l'argent, cherchez des mots qui marchent en ce sens et qui ne se contredisent pas, c'est très important. Donc maintenant, je vais vous parler des mots de pouvoir et de ce que j'en pense personnellement. Parce que les mots de pouvoir, ce sont des mots qu'on va vous donner. Si je regarde dans mon livre, je crois que c'est que dans le vocabulaire akashique ou je sais plus quoi. Ouais, voilà, c'est les mots divins de l'arbre de vie kabbalistique. Alors, c'est de la kabbale. Donc, du coup, on va vous donner des mots. Et apparemment, il faut les dire. Ok. Sauf que on vous donne pas la traduction. D'accord. Donc déjà, là, il y a un problème. Oui, je suis en train de moi-même discréditer le livre que je vous ai dit d'acheter, mais ça, c'est pas grave. Du coup, mon problème avec les mots de pouvoir, c'est que pour moi, ça n'a pas trop de sens. Dans le sens où on dit oui, il faut dire ce mot parce que ce mot est dit depuis la nuit des temps et que du coup, il est lié à ce truc égrégorique de machin. Sauf qu'en fait, si ça n'a pas d'importance pour vous, que ce soit dans la Kabbale ou en français ou en espagnol ou quoi, eh ben ça n'a pas grande importance. Si le fait que ça soit un mot venant de la Kabbale, c'est important et que vous comprenez le mot, c'est très bien, utilisez-les. Mais en fait, dire que certains mots sont de pouvoir et que d'autres non, moi ça me dérange parce que tous les mots ont un pouvoir à partir du moment où ils ont une intention et une définition. Par exemple, pour moi, le mot sémantique a beaucoup d'importance. Donc, pour moi, ça peut être un mot de pouvoir. Tout simplement parce qu'il a de l'importance et qu'il réveille une intention en moi. Donc, faites attention avec cette notion de mot de pouvoir. Tous les mots peuvent être de pouvoir. Donc, renseignez-vous bien et surtout, utilisez les mots qui sont importants pour vous. Donc, si on va un peu plus en détail, la musicalité des mots va aussi avoir énormément d'importance. Par exemple, les sons secs tels que les P, les B ou les D vont plutôt aider à un côté agressif ou dynamique, alors que les M, les N ou les V, eux, vont être un peu plus doux. Vous pouvez donc travailler avec les systèmes d'assonance ou de consonance, comme en poésie, pour créer des chants et des incantations associés avec le bon chant sémantique, évidemment. La sémantique, juste comme ça pour dire, ça veut dire la définition et le sens des choses. Par exemple, l'incantation « Je souhaite la joie » sera une demande d'intention et de sonorité plus douce que « je désire le bonheur ». Parce que vous avez le « souhaite », la joie, ce sont des sons qui sont très doux. Et dans le deuxième, vous avez « je désire le bonheur ». Donc la deuxième sera plus dynamique et l'énergie qui arrivera de ces incantations sera sensiblement la même parce que c'est la joie et le bonheur. Mais il y aura pas mal de subtilités. La première sera plus douce, sera une joie douce et peut-être aussi dans la détente, alors que le « je désire le bonheur » sera quelque chose de beaucoup plus dynamique. Donc vous pouvez faire aussi attention à ce genre de choses quand vous faites vos incantations. Donc le même système existe avec les voyelles, et là on va identifier la manière dont elles se disent et comment votre bouche s'ouvre en les disant. C'est proche des notions de chant. Certaines voyelles s'ouvrent telles que le A, car on ouvre la bouche, alors que d'autres invitent à l'introspection telles que le O, parce qu'on a la bouche très fermée et le son est très dans la gorge en fait, qui du coup nous fait fermer la bouche. En chant, les notes fermées telles que le O ou le I nous obligent à tricher quand on veut aller dans les aigus, parce que quand on va dans les aigus, on est obligé d'ouvrir la bouche pour que le son résonne mieux, et du coup les O vont se transformer en A, et les I vont se transformer un peu en E ou en E. Donc on triche un petit peu avec ce genre de sonorités qui sont très fermées. Donc un chant dominé par les sons fermés va être très personnel, alors que si on utilise des voyelles ouvertes, ça va être quelque chose de plus extérieur et qui va appeler au voyage ou à l'ouverture. D'ailleurs, vous remarquerez que le mot voyage, même le O se dit A.
comme quoi. Et du coup, je voulais reparler un petit peu du home par rapport à ça, parce que le home, c'est un son fermé, c'est une voyelle fermée avec un M qui est doux. Et ça veut dire je suis. Donc c'est vraiment, on se centre sur nous, c'est home. Et même le il se fait souvent bouche fermée. Donc du coup, c'est le son pour nous. Donc, finissons maintenant sur la voix, même si on a commencé à l'aborder un peu avec les mots. La voix nous permet de sortir des sons qui formeront des mots ou des chants, donc des notes. La voix est un instrument de musique qui nous permet de faire énormément de choses et de variabilité. On peut autant aller dans les graves que dans les aigus. Chacun a sa tessiture de voix, mais chacun peut s'entraîner afin de faire d'autres voix, comme les doubleurs de dessins animés ou les imitateurs par exemple. Les possibilités avec la voix sont illimitées à partir du moment où vous la travaillez, bien évidemment. Vous pourrez donc utiliser votre voix comme instrument pour faire de la magie des sons via la musique ou comme outil de parole pour des incantations. Avec la voix s'ajoute une nouvelle notion qu'on retrouve aussi avec les instruments quand on parle à des musiciens aguerris, c'est le ton. Le ton de la voix va être super important, surtout pour vos incantations. C'est comme au théâtre. Les comédiens changent leur façon de parler en fonction des personnages qu'ils incarnent et des émotions qu'ils traversent. Ainsi, une voix lente et grave sera plutôt relaxante, alors qu'une voix rapide et aiguë sera plutôt vive et énervante en fonction de comment elle est faite. Ainsi, si vous faites une incantation pour développer l'amour de vous-même, vous n'utiliserez pas le même ton et la même voix que si vous faites une incantation pour être un peu plus actif dans votre vie. Le ton et le dynamisme de votre voix va venir enrichir votre intention, votre énergie interne et va captiver les énergies dans les mots, leur sémantique, leur histoire et leur contexte, ainsi que les notes. Vous êtes maintenant armé pour commencer à vous intéresser à la magie des sons. Vous pouvez même débuter une pratique simple ou simplement faire des tests en écoutant différentes musiques et en notant ce qu'elles vous font ressentir, évidemment. Et aussi, vous pouvez utiliser tout ça pour retester un petit peu les notions dont je viens de vous parler et du coup de les ressentir avant de les faire. Voilà pour moi, c'était la chronique pratique la plus longue que j'ai jamais faite parce que c'est un sujet sur lequel je connais énormément de choses et encore, là j'ai été concis, c'est pour dire. Du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé? Est-ce que ça vous a appris des choses? Démutez-vous déjà. Hop, 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 hop. Moi, je trouvais ça hyper intéressant de mon côté. J'ai eu un peu de mal avec mon angine parce que là actuellement j'ai une angine et j'ai eu beaucoup de moments où je voulais me racler la gorge. Donc je vais le faire vite fait maintenant. Attends, je me mute pour le stream. Voilà, c'est bon. Très important de prendre soin de sa voix pour la magie des sons aussi, évidemment. Et évidemment, ce sont des notions. Quand on part vraiment dans le détail, il y a tellement de choses à voir. C'est hyper intéressant. Bon, après, c'est hyper intéressant pour moi parce que ça m'intéresse, mais ça peut ne pas intéresser tout le monde, évidemment. Mais il faut savoir que la magie des sons, on l'utilise tous les jours. La façon dont on parle aux autres, c'est une sorte de magie des sons parce que en fonction de avec qui vous parlez, vous n'allez pas parler de la même manière. Par exemple, si vous parlez à un bébé ou un chat, vous allez avoir ces petites voix un petit peu niaises, comme ça, qui est une réaction à une intention intérieure et qui du coup va interagir aussi avec l'animal ou avec l'enfant et qui s'adapte du coup à l'animal ou l'enfant. Alors que si on parle, je sais pas, avec quelqu'un qu'on admire beaucoup, là d'un coup notre voix va devenir plus grave, notre ton va être plus posé en fonction de comment on gère le stress évidemment. On va dire que ce quelqu'un-là gère le stress. Et si c'est quelqu'un de la famille, ça va être plus aigu, on va être plus à l'aise, on va parler plus vite. Donc en fonction, ça ce sont des choses qu'on peut contrôler pour faire de la magie des sons. Et du coup ça va toucher à tout ce qui est l'éloquence. Je vais arrêter de parler de ça parce que sinon je vais continuer. Bah moi, je trouvais ça super intéressant, surtout au niveau de l'imprégnation énergétique des mots. Je sais plus comment tu l'as présenté, Moi mais je trouve j'appelle ça ça important charge parce énergétique. que, ouais, voilà, parce que je trouve que parfois les gens, les mots dépassent parfois un peu trop vite leurs pensées. Et parfois, je suis très très choquée par ce que les gens disent, alors que ça colle pas du tout à ce qu'ils voulaient dire. Bien sûr. Et voilà. Bref, je trouve que le choix des mots est très très important. Du coup, ça me parlait bien. Bah, surtout que moi je suis pas forcément engagé mais je suis très intéressé par tout ce qui est sphère politique.
Et l'utilisation des mots dans la sphère politique, c'est waouh, c'est un sujet d'étude, mais t'en finis jamais. Entre la langue de bois, les sophismes, les abus de langage et tout ça, c'est une source intarissable d'analyse de sémantique. Hein, c'est fou. Moi, ça me plaît, mais ça me fait du mal en même temps parfois. Et moi, j'ai trouvé ça super intéressant aussi et pas mal de passages quand tu parlais du coup des B, des T, ce genre de choses, ainsi que ce que ça traduisait un petit peu au au niveau des sons, quelque chose de déterminé, etc. Et ouais, ça me parlait bien, c'est des choses dont je me rendais pas forcément compte du coup, mais effectivement, je pense que euh, quand, quand, quand je vais exprimer mes intentions, peut-être que je sais pas, je ferai un petit peu plus attention au choix des mots employés, on va dire. Je fais assez attention, mais plus attention pour mettre aussi ce genre de petits caractères dans mon intention. C'est très chouette. Ah oui, moi, parler avec moi dans la sphère quotidienne, c'est quelque chose de très éprouvant. Parce que je choisis toujours très bien mes mots. Surtout quand je m'énerve. Quand je m'énerve, je commence à avoir des mots à consonance très sec. Et du coup, on sent très vite quand je m'énerve et on sent très vite quand je suis à l'aise aussi. Parce que quand je suis à l'aise, j'ai des mots un peu plus coulants, un peu plus des MV, des G, des trucs beaucoup plus... Et aussi, je me rends compte de la différence entre quand je parle avec des adultes et quand je parle avec des enfants. Avec des enfants, mon vocabulaire va être beaucoup plus coulant et moins sec, alors qu'avec des adultes, ça va être beaucoup plus riche. Et ça, c'est quelque chose d'inconscient qu'on ancre aussi. C'est très ancré socialement de parler plus simplement et de façon plus coulante à des enfants et de façon plus riche à des adultes. Moi, je suis pour parler de façon riche à Moi, des je le enfants, mais ça, c'est sens autre chose. vraiment, vraiment cette différence-là. C'est toi, tu dis entre enfant et adulte, ça, ouais, presque tout le monde l'a au moins un petit peu. Mais là où moi, je sens vraiment la différence, c'est quand je suis dans mon environnement normal ou quand je suis en position de thérapeute. J'ai pas du tout ni le même ton de voix, ni la même intonation, ni le même rythme non plus. Et je trouve ça hyper drôle. On me dit souvent, ah, t'es pas la même personne quand t'es thérapeute. Ben, je parle juste pas du Oui, tout pareil. tu as un autre masque social en fait. Exactement. Et oui, c'est Là, c'est très un peu important. comme les vendeurs, hein. Ah oui, c'est vrai. Alors, Ouais, les vendeurs, quand ils ils vont sont très sur la vite. vie normale, ça va. Puis après, quand ils sont vendeurs, c'est très je vais bien, tout va bien et je respecte tout le monde. Bien sûr, et si vous allez sur les marchés un peu et que vous écoutez un petit peu les vendeurs, genre tu sais, les poissonniers, ceux qui vendent les légumes et tout ça, souvent ils vont avoir un ton du coup très fort pour parler, pour que tout le monde les entende déjà de base, et en plus qui va très vite, parce qu'il faut qu'ils captent l'intention. Et si ça va vite, en fait on n'a pas le temps de réfléchir, et du coup on va essayer d'écouter encore plus parce qu'on n'a pas eu le temps d'avoir toutes les informations qu'ils nous donnent, donc du coup on va y aller. Et ça c'est aussi des techniques marketing, la voix c'est vraiment une richesse pour tout. Pour le marketing, pour la vie quotidienne, pour les relations, pour avoir un emploi, pour manipuler les gens aussi. On peut utiliser la voix pour tout. Et ça, je trouve ça assez incroyable. C'est pour ça que je suis fasciné par la voix, je pense. Désolé, je me gratte le nez. Et j'ai des chats. Donc il y a des poils de chat qui volent. Donc ça me chatouille. C'est comme ça, c'est la vie. Donc du coup, je propose qu'on clôt ce sujet de la magie des sons. Et évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me contacter en MP. Il n'y a pas de problème avec ça hein, sur mon Insta et It's si vous avez des questions très détaillées ou que vous voulez être orienté pour faire des recherches par rapport à ça. N'hésitez pas, ça me fera extrêmement plaisir. Et du coup, nous allons finir notre émission sur notre fabuleux question pas si con qui aujourd'hui sera présenté par moi. D'ailleurs, aujourd'hui, hop, je fais la petite transition, mais j'ai pas mis au point. Voilà, pour l'instant, vous avez un écran noir, c'est normal, parce que j'ai pas encore mis ce qu'il faut. Il faut savoir qu'en fait, hier, pour la petite anecdote, le temps que je fasse ça, hop, je vais l'ouvrir déjà. Hier, ou avant-hier, je sais plus, j'ai dû reboot mon PC. Donc, du coup, j'ai dû refaire entièrement tout le stream. Voilà, c'est pour ça que j'en ai profité pour faire une refonte.
Hop, alors pourquoi ça me fait ça? Voilà, c'est mieux. Voilà, et du coup, j'avais oublié de setup le question pas si con. Alors, c'est pas le bon PowerPoint. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Est-ce que c'est lui? Pourquoi il y en a 36 000? Alors, attendez 2 secondes. Petit problème technique. Est-ce que c'est lui? C'est pas lui. Est-ce que c'est lui? J'ai l'impression que c'est lui, mais j'ai l'impression que c'est pas lui non plus. Parce que là, pour l'instant, vous voyez mon OBS. Et c'est très moche. Bah attends, on va faire autrement. On va faire tac, tac, tac. Capture d'écran, ce sera plus simple. Et boum. Et voilà, mes chers amis, nous pouvons commencer avec ce question pas si con. Donc du coup, comme d'habitude, sur Discord, les chroniqueuses, je vous invite à garder le micro ouvert pour répondre aux questions. C'est un petit jeu, un petit quiz sympathique, un peu débile aussi, parce que ça s'appelle Question pas si con, c'est pas pour rien, qui a été fait du coup par notre chroniqueur Bisou et qui est présenté aujourd'hui par moi, parce qu'il n'est pas là. Pour ceux qui connaissent pas le principe, vous allez voir, c'est très drôle. Pour ceux qui connaissent le principe, n'hésitez pas aussi à ne pas aider les autres, ne rien leur dire, sinon c'est pas drôle. Vous pouvez répondre dans le chat et évidemment en commentaire vous pouvez nous dire sur YouTube le nombre de points que vous avez eu et du coup, hop, je vais cacher ma souris, je vais mettre là. Et du coup, commençons par du coup question pas si con édition musique. Donc le but, avoir un maximum de bonnes réponses évidemment. Le fonctionnement, et il y a ma tête qui le cache, c'est incroyable. Tant pis, je vais vous le lire. Fonctionnement, une question va apparaître, des propositions vont être proposées. 1 point par bonne réponse, 0 si elle est fausse, et à la fin, vous obtiendrez une note sur 8. Vous êtes prêts et prêtes? Eh bien, c'est parti. Question 1. Selon l'idéologie commune, par quel style musical les démons sont-ils invoqués? Petit 1, le jazz. Petit 2, la lo-fi. Ou petit 3, le métal. J'ai ma petite idée. Sans déconner. Franchement, il y aurait certaines personnes, je pense, qui seraient capables de répondre le jazz premier degré. Ça manque de structure, c'est pour les démons. Non mais c'est vrai, le jazz, je sais pas pourquoi, il y a... ça clive tellement. Il y en a qui, soit tu adores, soit tu détestes. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de gens qui sont en mode pour le jazz. C'est soit tu adores, soit tu détestes. Moi, j'ai aucune opinion sur le jazz. Ah Je bon. déteste pas, mais j'adore pas. Eh bah tu es l'exception qui confirme la règle. Bravo à toi. Donc nous donnons la réponse, vous avez bien eu le temps de répondre et évidemment c'est la réponse 3. Selon l'idéologie commune, les démons sont invoqués par le métal parce que c'est bien connu quand tu comprends pas les paroles. Ça invoque des démons, attention à toi Aya Nakamura. Prochaine question. Quels sont... Ah, il y a une faute, chroniqueur bisous, parce qu'il a écrit quels sont les sons. Attention, quels sont les sons préférés des sorciers-sorcières? Petit 1, le doux bruit des enfants agonisants. Petit 2, les corbeaux qui croissent. Petit 3, le miaulement d'un chat noir en forêt lors d'une pleine lune. Attention, c'est au pluriel. Moi, j'ai bien ma petite idée. En plus, comme je ne l'ai pas écrit moi-même, je peux répondre en vrai. Moi, j'aime beaucoup la réponse 2, hein, quand même. Hein. Moi, j'ai l'impression que c'est un peu toutes. Ouais. Parce que je suis Pas désolé, beaucoup, mais- les bruits des enfants agonisants, c'est quand même quelque chose, quoi. Ouais. Alors, les enfants à qui je donne des cours de théâtre ou les parents, si vous me croisez sur YouTube, ne prenez pas ça premier degré. Je ne torture pas vos enfants. D'accord? Que ce Peut-être soit demain, dit. t'as pas besoin de remplaçant, c'est juste t'es au chômage à partir de demain. Je suis en arrêt maladie pour cause de allergie aux enfants. Alors, voyons voir la réponse. Et c'était, selon les stéréotypes, les 3 sont vrais. Mais nous préférons écouter du Aya Nakamura. Non! Il m'avait Non, quel pré-shot. enfer. Il m'avait Aïe, aïe, pré-shot.
Bravo à toi, chroniqueur, bisous. Il faut savoir que moi, je les connais pas, hein, les questions et tout ça. Je ne les lis pas parce que je veux me laisser le bonheur de les découvrir. Donc là, c'est vraiment une coïncidence, mais comme quoi le hasard n'existe pas. Et évidemment, le Aya Nakamura, c'est la vraie street pour les sorciers. Question numéro 3. Parmi ces choix, quel est le type de musique préférable pour la méditation? 1. Écouter Metallica. 2. Écouter le son de l'eau. 3. Écouter le générique de Miraculous. Ah putain. Ce qui se passe dans sa tête quand il les prépare, ces questions. Je sais pas, mais c'est toujours fabuleux. C'est toujours fabuleux. Alors il faut savoir que je peux très bien méditer sur du métal. Personnellement. Ouais, après, je pense que ça dépend des gens, hein. Quand même, il y en a certaines, je pense qu'ils n'ont pas du tout aimé le son de l'eau. C'est vrai. Mais après, il dit quel type de musique est préférable, hein. Il dit pas quel Ouais, est oui. le type. Parce que Miraculous, je peux pas méditer dessus parce que je chante. Metallica, je peux, il n'y a pas de problème. Mais je pense que la bonne réponse, ça va être le son de l'eau. Au hasard, d'après les standards des humains normaux. Ouais. Des humains normaux, nous ne sommes pas normaux. Allez, on regarde la réponse. La réponse 2, bande d'inconscients. Arrête de lire dans nos esprits, chroniqueur, bisous. Question 4. Par quel moyen les artistes se font connaître selon les complotistes? Petit 1, en Oh là mangeant là. des légumes verts. Petit 2, en faisant des pactes avec le diable. Petit 3, les artistes travaillent dur, ils donnent toute l'énergie qu'ils ont pour trouver des sons, des paroles, un clip, une ambiance, pour qu'une musique nous plaise et qu'ils puissent vivre de leur passion, qui est la musique. C'est la réponse la plus longue de l'histoire, je pense. Ouais, mais c'est selon les complotistes, hein. Bah, du coup, je pars quand même sur le diable. Oui. Ouais. Bah, tu sais quoi, je m'attendais quand même à une quatrième réponse, hein. Genre la réponse D. D, la réponse D. Et la réponse, c'est la réponse 2, surtout pas la 3. Attendez. Il faut savoir, alors, dans le livre des protocoles du chaos, à un moment, il parle de l'évocation de Lucifer et tout ça. Alors évidemment, je ne conseille pas ce livre aux personnes les plus débutantes, aux personnes un peu plus avancées évidemment, qui parle à un moment d'un musicien qui aurait fait un pacte avec Lucifer et qui serait devenu connu après. Je n'ai plus le nom, je vous rechercherai ça une autre fois, c'est quand on parlera un petit peu de tout ce qui est un peu luciférique et tout, parce qu'on en parlera, hein, on en parlera. Donc question 5, la musique a un pouvoir, lequel? Petit 1, la musique a un pouvoir, et moi je suis un ours en quête de miel MDR. 2, la réponse 2. 3, la musique a le pouvoir de canaliser les foules, d'apaiser les gens les plus fous et de rendre fous les plus sains. Oh, c'est bien dit ça, dis donc. À votre avis? Putain, moi je suis un peu... je sais pas trop quoi répondre à celle-là. Moi, j'aime bien la réponse 2. Ouais, la réponse 2, elle match bien, j'aime bien. Mais du coup, je pense que la bonne réponse, ça va être la 3. Moi, je Ouais. pense que la 2, elle est bonne aussi. Ouais, il y a moyen, fais voir. La réponse 3, donc oui, tu es un ours en quête de miel titouant. Bien joué. Et Mhm. j'écoutais sur YouTube quelqu'un qui racontait une histoire paranormale et il disait qu'en fait, à une période, je crois que c'était en Alsace d'ailleurs, les gens, il y a une femme en fait qui est passée avec du coup son mari et en fait sur une place et en gros la dame s'est mise à danser elle s'est mise à danser et du coup tout le monde se demandait qu'est-ce qui se passait, est-ce qu'elle était possédée ou ce genre de choses. Et en fait, ils disaient qu'ils avaient mis de la musique pour essayer de les apaiser, mais ça les avait un petit peu, ils étaient endiablés. Ils ne pouvaient plus les arrêter. Et en Il est fait, ils endiablé. disaient que c'est clair. Et en Pas fait, une ils fête disaient du vin comme les autres. Hein. qu'ils avaient dansé pendant mais tellement longtemps jusqu'à avoir du sang aux pieds et tout, vraiment. Et que la musique, ça ne les avait pas du tout apaisés, mais ça les avait vraiment excités. Ça me Ouais, fait j'avais penser, déjà entendu parler de cette histoire. Apparemment, ils sont passés du coup de une personne, du coup la jeune fille, à plus de 400 personnes, il me semble. Ouais, c'est vache. ça, ouais. Et du Et coup, ça avait une ampleur incroyable et ils savaient pas du tout ce que c'était. Ils ont essayé de chercher dans les pains s'ils avaient été empoisonnés. Ouais.
et ils ont rien trouvé du tout. Et je crois que ça s'est arrêté 3-4 mois plus tard ou un peu plus, je sais plus, et ils savaient toujours pas d'où ça venait. Et Ouais, c'est ça. c'est arrivé aussi dans les pays d'Orient, je crois que c'est arrivé une fois, et à un autre endroit. Attends. Et à un autre endroit, et je ne sais plus où, mais c'est arrivé à plusieurs endroits sur Terre. Ah Ouais. ouais. Imagine, tu commences à danser, tu peux plus t'arrêter. Quel enfer. Ça doit être horrible. Quel enfer. Moi, je dis c'est Jupiter qui a fait un truc. Hein. Il y a moyen, ouais. C'est quand les planètes s'alignent et tout, t'inquiète. Mais apparemment, Ouais, ils avaient fait appel à des astrologues pour savoir qu'est-ce qui se passait dans le ciel à ce moment-là. Et en fait, ils leur ont donné certaines théories. Ils ont dit que ça allait s'arrêter à un moment. Et puis, comme ça s'est pas arrêté, bah là c'était, ils avaient perdu toute leur crédibilité. Ouais. D'ailleurs, il me mais semble qu'après ce petit moment, justement, je sais plus si c'est en Alsace, mais on va dire que c'est en Alsace, ils ont interdit le fait de danser et la musique, il me semble, pendant un temps. Ah la vache. Ouais. C'est comme les préventions Covid, mais pour la danse, quoi. Voilà. C'est le confinement de la danse. Ouf. Donc du coup, revenons à notre question pas si con. J'avais dit que la question 6, mais c'est pas grave. C'est pour ça que j'ai dit ah merde tout à l'heure. Aux questions 6, pourquoi certaines fréquences nous aident à ouvrir nos chakras? 1. Parce que les dites fréquences nous permettent de nous concentrer inconsciemment sur certaines énergies, nous permettant de les débloquer et de savoir ce qui les bloque ou autre. 2. Les chats quoi? Ah oui, il y a une troisième réponse. Et 3. La réponse 1. Alors évidemment, Je crois que la tension et le suspense est à son comble. c'est la 1 et la 3. Et évidemment, pour ceux qui ont bien suivi, pourquoi certaines fréquences? Parce que certaines fréquences sont des notes de musique. Voilà. Donc du coup, réponse, ce sont bien évidemment la réponse 1 et 3. Et pas les chats quoi. Question 7. Vrai ou faux? La fête de la musique, c'est le 21 juin. Ah, Adwin qui avait dit la 2, j'avais pas vu. Ah oui, mais si tu connais pas les chakras, il va falloir qu'on te remette tout à zéro, hein. On va faire de la sensibilisation sur les chakras. Alors, à votre avis, la fête de la musique, c'est le 21 juin? Oui, vrai ou faux? Mmh. Moi, je suis mauvais avec les dates. Oula, il y a du taf. Oui, comme tu dis, Adwin. Et évidemment, la réponse, vrai. Question sans blague pour une fois. Merci, chroniqueur, bisous. Qu'est-ce que... Attends, il nous a écrit un truc à la fin, c'est l'histoire de Why. Why est bûcheron, car depuis tout petit, Why MCA. Oh putain. Ah non. Chroniqueur bisous, il nous a maudit. Il y a toujours des blagues à mes questions, même si je ne suis pas là, qui nous dit. Quel con. Ah, quel con. Et oui, du coup, Adwin, c'était vrai. C'était bien le 21 juin. Alors, question 8. Quel est le dieu de la musique dans la mythologie grecque? Petit 1, Apollon. Petit 2, Aspiphion. Petit 3, Un nom de Pokémon. Apollyon. Chut, tu peux pas le dire. Essayez de deviner. On n'en a pas du tout parlé pendant l'émission. J'espère que c'est pas Pas un du vrai tout. nom de dieu quand même, Aspifion. Ah, attends. Le temps que vous répondez. Porter. Oui. Et évidemment, je vous ai laissé le temps de répondre. Et c'était Apollon. Aspiphion, c'est dans les Cassos. Évidemment. Et c'est la fin de notre question pas si con. Alors, votre score, n'hésitez pas à le mettre dans le chat ou à le mettre dans les commentaires. Et évidemment, que serait une chronique du chroniqueur bisou sans le petit bisou de fin? Et hop, nous retournons sur la scène principale. Ah, je suis content, j'ai loupé qu'une seule de mes transitions. Et ça, c'est fort. Félicitations. Merci. Bravo. Ouais, c'est vrai. Ouais, des applaudissements. Hop là, je recadre un truc viteuf. Voilà, parce que c'était moche. Nickel. Du coup, nous en avons fini avec cette émission sur le thème de la musique. Est-ce que nos chroniqueuses ont quelque chose à rajouter?
Non. Non. Comme tu veux. Hop, désolé, un peu le travail aussi à côté. Tac, 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 tac. Évidemment, nous finissons toujours l'émission sur Question Pas Si Con parce que c'est un petit peu le petit jeu de l'émission. Un jour, peut-être, si les dieux le veulent, nous développerons d'autres jeux. Si les dieux le veulent. Et si je ne procrastine pas comme aurait prévu la charte du ciel. Mais ça, c'est pas grave. Et parce que dès que t'as dit ça, genre oui, il faut pas être paresseux et tout, je suis en mode oh là là, ça pue pour moi. Ça va être Eh ben, Ça terrible. dépend quel est ton en plus. signe. Je suis poisson. Ah ouais. Bon, ça va alors. Si elle dit que ça Mais va, c'est t'avais que ça pas va. mal de béliers, non? De quoi? T'avais pas mal de béliers aussi, non? Moi? Un peu. Ouais. Pas trop. Aïe, aïe, aïe. Parce que je suis bélier en Vénus, mais ça a été le problème de ma vie. Parce que sinon, Il y a je beaucoup de suis... béliers. Non, je crois que j'en ai qu'un ou deux de bélier dans mon truc. Je sais qu'il y en a un en Vénus, ça c'est sûr et certain. S'il me pourrit la vie, mais ça. C'est un Allez, peu violent de dire ça. Ah bah oui, bah au bout d'un moment, il faudrait qu'il s'y mette aussi. Hein. C'est pas parce que je suis poisson que ça suffit. Voilà, j'ai pas d'argument. Allez. Ok. Ok, c'est validé. Merci. Donc, du coup, j'espère que cette émission vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas, ceux qui sont sur YouTube, à venir nous voir en direct sur Twitch. On s'amuse toujours bien tous ensemble. À ceux qui sont sur Twitch, allez follow sur YouTube aussi, ça soutient la chaîne. Et à nous follow en général sur la chaîne Twitch. Nous n'avons pas de système d'abonnement, nous sommes en mode chill ici. Hein. On ne veut pas en faire notre métier, on fait ça pour le plaisir. Et avec le temps qu'on a. Si vous avez des idées pour développer l'émission, n'hésitez pas aussi à les partager à la même adresse que j'ai partagée tout à l'heure, lamagie@outlook.fr, c'est l.am.agi@outlook.fr. Nous prendrons évidemment toutes les bonnes idées, si elles sont bonnes, évidemment, parce que toute idée n'est pas forcément bonne. Et du coup, nous vous saluons aujourd'hui. Ça fait presque 2 heures d'émission, ça fait beaucoup. Et nous allons retourner à nos vies respectives et nous vous souhaitons une très très agréable soirée. Du coup, au revoir à tous. Je vous laisse vous dire un petit au revoir. Au revoir. À bientôt. À bientôt et au mois prochain, 2e semaine d'août. Et on vous redira tout ça sur Instagram. Au revoir. Hop là, transition incroyable.